Beshem Hashem Naaseh Nasliach, Alim Litroufa, les lettres de Rabbi Nathan à son fils. Ici encore c'est... Non, pardon, ici c'est pas son fils. Il s'appelle Morenu Harav Asher Moshe. On va essayer de voir de qui s'agit-il. La lettre 295, écrite un Yud Aleph Tevet, donc juste après le jeûne qui arrive mardi, Bezrat Hashem pour nous. Ah oui, il y a un jeûne. On ne sait pas quel parachat c'était. Mistamak c'était ou parachat comme nous, Vaïgash ou Vaïechi. Parce que la paracha suivante c'est... Ouais, ça devait être Vaïechi. On ne sait pas exactement. Toujours est-il qu'on va raconter une blague. Je ne sais pas si c'est une blague de Rabbi Nachman lui-même ou pas. On sait que quelqu'un qui vit dans la Emouna, avec Emouna, sa vie, c'est le Gan Eden. C'est le Gan Eden sur terre. Rabbeinu, il dit Mi sheyesh lo Emouna, chayav chaim. Sa vie est une vie. Et ailleurs, il dit aussi que grâce à la Emouna, on vit le Gan Eden sur terre. Et Mi sheyein lo Emouna, chayav enam chaim. Sa vie n'est pas une vie. Il vit le Gehinam. Ok, donc, celui qui vit avec Emouna, il vit au Gan Eden. Celui qui vit sans Emouna, il vit au Gehinam. Alors, j'ai une question. Olam Hazé, il est où? Le monde ici-bas, il est où? Puisque ici-bas, il y a le Gehinam et le Gan Eden. Le Olam Hazé, il n'existe pas alors. Il faut être très croyant pour croire que Olam Hazé, il existe. Sur ce, donc il y a quelque chose qui a peiné, un événement pénible qui a touché Rabbi Nathan. Et il dit à son interlocuteur, Me'elecha tavin godel tsari meze ad hanafesh. Tu comprendras de toi-même la peine que je traverse en ce moment. Et je cherche encore quelle est cette peine. Donc le contexte aussi, c'est que Rabbi Nathan écrit un mercredi en 1840, dans les dernières années de sa vie. Il y a une agression, il semble, d'un Breslever. Hayisurim be'atzmam ma shesavavuhu et yedinu Rabbi Antel. Il y a un Breslever, Rabbi Antel, donc quelqu'un de Mechoubad, qui a été agressé et qui est apparemment continuellement la cible d'agression. Hashem Yitbarach Yerachem veyoshio meherak. Hashem le sauve, qu'Hashem ait pitié de lui. Beyoter mehit garut asonim sherochokim shinam litnakem. Shechokim shinam litnakem. Qu'Hashem le sauve de ses agresseurs, de ses haïsseurs. On dirait, comme on dirait aujourd'hui sur les réseaux sociaux, des haters. Ouais, t'as déjà vu cette notion aujourd'hui Qui est là pour démolir. Malgré, à cause des réseaux sociaux, il y a un phénomène de haine qui se galvanise autour d'un individu à cause de l'image véhiculée par les réseaux sociaux de cette personne. Donc c'est quelque chose qui est virtuel dans le sens le plus faux du terme. Et c'est ça qui crée les haters, les haïsseurs. De manière très moderne, c'est ça qui se passait pour les Breslavers en 1840. Ils étaient détestés. Il y avait certains individus, beaucoup d'individus chez Breslev, qui étaient la cible d'une haine absurde, et c'était pas ponctuel. C'était une haine qui durait. Rabbi Nathan, maintenant, au lieu juste de déplorer le problème, il l'a dénoncé.
il va nous montrer quel est le vrai enjeu qui se joue quand un juif agresse un autre. Aval Hashem lo ya'azvenu biyadam bevadai, ve'al kulam tsa'ari gadol beyoter mi bilbul hadat hakatnut hasechel. Ce qui me peine le plus, dit Rabbi Nathan, c'est pas ce Rabbi Antel. Lui, il va s'en remettre. Lui, il va se renforcer en faisant Tehillim, en étudiant ses Amidot, l'écoute Moharan, et il va s'en remettre. Le vrai problème, c'est ce juif-là, pauvre type, l'agresseur. C'est lui qui est perdu. C'est lui qui est à plaindre. Pourquoi? Il y a un sefer de Rav Yosef Yossel Horowitz, je me souviens bien, qui s'appelle Madregat HaAdam. Le niveau de l'homme, littéralement. La stature, la grandeur, la noblesse de l'homme. Tu lis ce pavé, tu peux plus être autre que assis droit dans ta chaise, avec une cravate, le dernier bouton fermé, et tu te dis, je suis un patron. Pas parce que tu es orgueilleux, parce que tu prends conscience que tu es noble. Tu es à l'image d'Hachem. C'est quoi ce livre? Madregat HaAdam. Madrigal. Littéralement la stature de l'homme. C'est qui? Un des pères du mouvement du Moussar. D'accord. Rav Yosef Horowitz, si je me souviens bien. Intéressant. Rabbi Nathan, qui a vécu après lui, si je me souviens bien, il dénonce chaque être humain et Kol Sheken, chaque Ben Israël, et Kol Sheken, chaque juif qui prétend être attaché à son rabbi, pas dans la chassidoute, mais à un Talmid Chacham, un juif qui est freelance, bon, on peut pas lui demander la lune, mais un juif qui est attaché à un Talmid Chacham, mouflag, et qui prétend s'abriter sous son aile et apprendre de lui, noblesse oblige. C'est quoi Mouflag? Mouflag, c'est qui se démarque. D'accord. Et Rabbi Nathan dit ça, c'est terrible. Quand un juif agresse un autre, c'est une trahison, c'est une perversion de Madrigat Adam, de la stature de l'homme. Un homme, c'est noble. La Torah, elle est là pour annoblir l'homme. Pas pour te donner une noblesse que tu n'as pas, pour ennoblir l'homme, pour révéler quelque chose qui est en toi déjà. Et un agresseur, qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de s'infliger à lui-même et au monde entier qui veut bien y croire. Bilboul Hadat, une perturbation morale. Katnut Hasechel, une petitesse, une étroitesse d'esprit qui est plus grave que les blessures, les dommages physiques qu'il a causés à sa victime. Pourquoi? Très simplement. Parce que l'agresseur, il veut se faire justice sans Hachem. C'est ça le problème. Ça s'appelle quoi? Katnut et Bilboul Hadat. C'est quoi Hadat? C'est vivre avec la conscience que Hachem est partout, que Hachem est en haut, Hachem est en bas, Hachem est partout à la fois. Celui qui dit non, je vais faire les choses à ma sauce, je vais me faire justice moi-même, il renie ça. Et en reniant ça, qu'est-ce qu'il perd? Sa noblesse, sa propre noblesse, sa grandeur, sa stature d'être humain. C'est ça qui fait dire dans Rabbeinu, dans l'Likutei Moharan, le Chesron Hadat, le manque de conscience qu'Hachem est présent et gère le monde, c'est plus grave que tout. C'est ça, caché minakol. Comme dans la Gemara, dans Nedarim, si je me souviens bien, Im da'at kanita ma chasarta, im da'at chasarta ma kanita. Si tu as acquis
la conscience, le date, alors tu as tout ce qu'il faut, tu ne te manques rien. Et inversement. Mais c'est quoi le date? C'est pas juste être un adulte, un bar date, comme on dit en hébreu moderne. Un bar date, fils du date, c'est une personne éveillée, mature. Et en fait, Rabbi Nathan, il dit, quand j'ai été poursuivi, dit Rabbi Nathan, il le dit entre les lignes, parce que ça c'est un événement qui s'est passé après la période où il était pourchassé. Il n'a pas cherché à lui intenter en justice. Il s'est sauvé quand il a vu qu'il y avait une opportunité de se sauver, pour pas croupir pendant des mois en prison. Mais répondre par une procédure judiciaire, ça non. Ça il voulait pas. Il voulait pas se faire justice. Même à travers le système judiciaire, il voulait pas. Alors se faire justice avec ses points, c'est à l'inverse de ce qu'un être humain il est capable de faire. Aussi, on va le voir dans les mots de Rabbi Nathan. Ikar atzar shel kol minei isurim chesronot hu rak chesron hadat. Ki im haya hadat shalem haya yodea she'akol be'ashgachato yitbarach letova. Si quelqu'un il avait la conscience que tout est pour le bien. Alors, bevadai lo haya mitztarer klal. Il n'aurait aucune peine. C'est-à-dire, il n'aurait aucune peine qui le pousserait à des actions comme telles. Si tu sais que tout est pour le bien, tu ne lèveras pas la main sur nos juifs. Et là, on en vient à un autre point que, il me semble qu'il est écrit au moins entre les lignes de Rabbi Nathan. Est-ce que tu connais une halakha? Alors, c'est pas une halakha, c'est une notion qui est rapportée dans la halakha. Si Barminan, Réhouven, lève la main sur Shimon pour le frapper. Mais c'est semblant, il fait que pour faire semblant, pour le menacer. Mais il n'a pas l'intention de le frapper. Ou même s'il vient et il lui met une droite. C'est pas évident qu'il compte encore dans Minyan. Pas Shimon, hein, Réhouven qui a levé la main. Alors, concrètement, on va le compter dans Minyan quand même. Mais il faut qu'il ait conscience que dès l'instant où il a menacé un autre, le menacer de lui faire violence physiquement, c'est pas évident qu'il compte dans Minyan. Pourquoi? Parce que l'autre, c'est un être humain. Toi, tu es un être humain. Donc vous avez tous les deux comme Madrigata Adam, comme grandeur d'âme, pour faire le jeu de mots bilingue, comme stature humaine, de révéler qu'Hachem, il est partout et qu'il fait que le bien. Mais le chidouche, c'est quoi? Pourquoi c'est si grave de frapper quelqu'un d'autre? Parce que chaque être humain, ton chélek à toi, c'est de révéler comment, de ton point de vue, Hachem il fait tout pour le bien. Et ça, il n'y a que toi qui peux le faire. Et l'autre bonhomme à côté de toi, il n'y a que lui qui peut révéler de son point de vue comment Hachem fait tout pour le bien. Et on a besoin des points de vue de chacun. Et en frappant quelqu'un d'autre, en fait, tu frappes un révélateur de présence divine. Et ça, c'est inadmissible. Tu vas me dire, ouais, je vais pas voir les gens comme ça tout le temps. Non, mais bon, tu peux. Là, t'es en train de parler de deux personnes normales qui ont deux points de vue différents et t'en viens à le frapper parce qu'ils ne pensent pas comme toi. Deux personnes. On parle pas de ça, là. Deux personnes. Elles sont constamment. Il faut être débile pour taper quelqu'un qui vote à gauche quand toi tu votes à droite. On parle pas de vue politique. Non, mais t'as compris ce que je voulais dire. Même si l'autre, il m'a énervé. Même si l'autre, il m'a fait une queue de poisson. Rabbi Nathan, il a été sali, comme je pense pas qu'il y ait beaucoup d'êtres humains
qui peuvent décrire un palmarès de souffrance comme il a eu. Ouais. Il y a même un homonyme à lui qui a été assassiné. L'assassin pensait que c'était Rabbi Nathan. Il n'a pas levé la main. Rabbi Nathan ne voulait pas lever la main. Ne voulait même pas intenter d'action en justice. Parce que l'autre, il est kadosh. Dit Rabbi Nathan, Adraba, au contraire. La réaction d'une personne qui est douée de da'at, qui est armée du da'at, qui a conscience de la présence d'Hachem, face au Isurim, c'est d'être malé simcha. Attention, Rabbi Nathan ne valide pas le masochisme. Rabbi Nathan dit quelqu'un qui est ma'amin, quelqu'un qui a conscience de la présence d'Hachem, il est capable de prendre les Isurim et de dire Akol man derachmana avid hu diletav avid. Tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. Et si je perçois une douleur maintenant, une peine, il y a quelque chose qui me tracasse, alors c'est que je n'ai pas une vision complète de la situation. Hachem, il sait pourquoi j'ai besoin de cette chose-là. Donc cette chose-là, elle est forcément pour mon bien. Comme un enfant qui va chez le médecin pour se faire vacciner. Alors quand il est tout petit, il a confiance dans ses parents, il voit ce méchant en blouse blanche qui va lui faire une piqûre. N'empêche qu'il a encore confiance dans ses parents. On lui fait un bisou, il a 3 ans, mais il ne va pas prendre ses parents pour des traîtres. N'empêche qu'il n'est pas content de la piqûre. Mais quand il a 10 ans, il ne comprend pas encore ce que c'est l'ARN et le vaccin. Il ne sait pas fabriquer un vaccin, il ne sait peut-être pas non plus de quelle maladie il s'agit qu'on est en train de protéger, mais il a compris que ses parents sont en train de le protéger et que grâce à ça, il pourra aller voyager dans un pays tropical, alors qu'avant le vaccin, il ne pouvait pas. Donc, il a conscience que tout ce que font ses parents, c'est pour son bien. Alors nous, Bezrat Hashem, qu'on ait au moins conscience que tout ce qu'Hachem fait, c'est pour notre bien. Là maintenant, moi si je joue avec un je veux sortir un dos. Parce que ce que Hachem fait, c'est évidemment que c'est pour un bien merveilleux. C'est évident. Parce qu'on voit que chaque personne est malé Yisurim. Pourquoi il dit Rabbi Nathan? Pourquoi il parle? Comme on voit dans Midrash Rabbah, Parashat Miketz. Parenthèse, au passage, ça va sortir c'était un élève de Rabbi Nathan qui était un orphelin. C'est pas quelque chose qui est. Je crois que c'est le fils Barzki. Barzazki. Donc c'est un jeune homme qui a été confié à Rabbi Nathan par sa mère, si je me souviens bien, quand il était à peu près bar mitzvah. Et donc il n'avait pas eu le cursus yeshivique que les garçons avaient eu à l'époque. Et du coup, il n'était pas formé en Gemara. À l'âge de 13-14 ans, Rabbi Nathan l'a soumis à un rythme d'études où il avait très peu de Gemara. Rabbi Nathan exigeait de lui qu'il maîtrise d'abord tout Midrash Rabbah. Et après, tu seras prêt pour commencer à étudier la Gemara. C'est très intéressant parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'adultes qui font tchouva, qui deviennent sérieux dans leur relation avec le limoud, et le limoud de la Gemara en particulier. Et alors, s'ils avaient eu Rabbi Nathan pour Moré, et qu'ils étaient, Baruch Hashem, avec le mérite incommensurable de vivre dans la maison de Rabbi Nathan, alors peut-être que Rabbi Nathan leur aurait demandé de s'initier fortement au Midrash avant d'attaquer l'étude de la Gemara dans Ascot.
Et il regarde l'écran. Et là, on voit que Rabbi Nathan, en train de parler à son interlocuteur, écrire à son destinataire, il lui dit « Tu connais bien, n'est-ce pas, Parashat Miketz dans Midrash Rabbah ?» Il lui donne la référence, il lui donne un morceau de phrase, et débrouille-toi avec, parce que, a priori, le destinataire de la lettre est déjà aguerri dans l'étude du Midrash. Donc, à quoi est-ce qu'il fait référence, Rabbi Nathan? Il dit Rabbi Alexandrie a dit En lecha Adam belo yisurin. Ashrav le Adam she yisurin ba'in alav min haTorah shenemar u'mitoratecha telamedenu. Rabbi Nathan contextualise ce midrash en nous disant ça ne veut pas dire que chaque homme a des souffrances. Ouais, on a tous des choix à faire. Et quand on choisit A, et on se prive de B. C'est une forme de souffrance. Mais non, Rabbi Nathan il explique ça, que l'homme il est malé yisourim. Si une personne, on va expliquer Rabbi Nathan comme ça, si une personne elle ne se saisit pas, elle ne fait pas l'effort de s'éduquer à la Emouna, Kol manerach mana avid ou gedelet avedi, tout ce que Hachem fait, Hachem il le fait pour le bien, eh bien, automatiquement, il va se remplir chaque petit gêne, chaque petite contrariété dans sa journée va le remplir d'amertume, de souffrance. Et quelle est la manière de faire? C'est de se saisir de chaque difficulté, chaque amertume, et de voir que c'est pour le bien. Comme toi, Rabbi Michael, tu devais te rendre au cours de Rav Moshe Brandt. Alors, tu as dit, voilà, je vais devoir partir du Beth Midrash bien chauffé de Chayei Hana, et je vais devoir marcher dans le froid jusqu'à Darkei Shalom, et j'ai pas envie, et puis il fait noir, et puis le trottoir il n'est pas praticable. Ou alors, comme c'est arrivé, tu es arrivé à l'heure au shiur de Rav Moshe Brandt et tu as vu que tu avais 25 minutes d'avance. Tu te dis, ben ça tombe bien, j'ai pas encore fait Tikkun HaKlali aujourd'hui. Alors il a dégainé son Tikkun HaKlali, qui lui prend environ 25 minutes à faire. Magnifique. Mais pour ça, il faut d'abord installer dans son cœur le programme, tout est pour le bien. Sinon, l'homme est obligé d'être mal isolé. Et peut-être on peut dire le Midrash comme suit. Rabbi Alexandrie, il utilise le pasuk Mitoratecha telamedenu pour justifier que l'homme devrait être heureux quand les Yisurim ba'in alav min haTorah. De toute façon, les souffrances elles vont venir à l'homme. D'accord? De toute façon, dehors il fait froid. Il n'y a pas que la difficulté de comprendre les mots de Rabbi Nathan quand on n'a pas le contexte, ou de comprendre un Tosfot, ou de comprendre une halakha, ou de comprendre un Rachid sur la paracha. Ça, c'est des difficultés, c'est des souffrances. Mais il n'y a pas que ces souffrances-là. Il y a la souffrance que il fait froid dehors. Et cette souffrance-là, elle viendrait de la Torah? C'est la faute à la Torah s'il fait froid dehors? Non. C'est que il fait froid dehors et je vais puiser dans ma Torah le fait que tout vient d'Hachem, tout est pour le bien. C'est que la raison qu'il donne pour le ballon. Et du coup, le froid dehors, il vient de la Torah. Je vais tout faire converger, tout faire comme un checkpoint. Toutes les souffrances vont passer par ce checkpoint. De tout est pour le bien. Et toutes les souffrances viendront de ça. Elles seront filtrées par cet enseignement de Torah. Que tout est pour le bien. À ce moment-là, Ashra, heureux est l'homme dont les souffrances viennent de la Torah. On peut lire cette même ra de Rabbi Alexandrie. Mais si l'homme balé akpid, si l'homme vient être exigeant ça veut dire
qu'il oublie Hachem. Les pions. Parce que quand on est Makpid, ça veut dire qu'on croit qu'on a raison soit d'exiger notre point de vue, au lieu d'essayer de se placer du point de vue d'Hachem. Genre, j'ai compris tout le film. Alors que je suis arrivé après la moitié de l'histoire. Et quel être humain peut se targuer d'être arrivé dès le début de l'histoire? Il y en a qui disent qu'il y a C'est l'explication du Chafetz Chaim sur le pasuk. On ne considère pas que c'est mélangeur. Shomer Adonai Lecha Lechasim. Shomer Hashem. Hashem, il protège tout le monde. En plus, ils ont des tailles. Et Kol Marasav. Ve'et Kol Hashem Yashmid. Si on prend le premier mot Shomer et qu'on n'a pas le dernier mot Yashmid, alors on va comprendre que Hashem, il garde tout le monde, même les Rechaim. Ve'et Rechaim Yashmid. Mais, donc on va arriver à une question, mais c'est inadmissible. Pourquoi est-ce qu'Hachem il est Shomer? Il protège tout le monde, même les Rechaim? Non, Hachem il devrait laisser les Rechaim là où il mérite. Et celui qui arrive après, donc celui à qui il manque la fin du pasuk, le mot Yashmid, anéantir, ce qui est le mérite des Rechaim, alors il ne comprend pas. Et celui qui arrive au début du film, pardon, à la fin après le mot Shomer, et Kol Ma'asa ve'et Rechaim Yashmid, il va avoir l'autre question, il va entendre toutes les créations et les Rechaim, Hachem il les anéantit. C'est inadmissible aussi. Comment Hachem il pourrait réserver la même punition des Rechaim à toutes ces créatures? Le Chafetz Chaim d'expliquer, dans ce pasuk, on a le microcosme de pourquoi un homme doit savoir qu'il n'a pas toute comment dire en anglais, il n'a pas toute l'image, et du coup, il ne peut pas juger de ce qu'il perçoit, et en particulier de ses propres souffrances. Ukvar yadatem, et vous le savez de vous-même, Shekol hameniot henrak meniot hamoach. Des gens qui connaissent. Tous les méniotes, tous les obstacles ne sont que des méniotes à moach. Mi sheda'ato mocho chazak me'aemet le'amito. Parce que celui qui est fort, qui a un moach chazak, qui a un intellect qui tient la route, qui tient malgré tous les obstacles qui rencontrent compte sur sa route, alors il pourra rester accroché à ce principe que tout est pour le bien. Et où est-ce qu'on a vu ce principe? Dans ce même midrash de Parashat Miketz. J'ai joué devant un tel, il m'a rien dit, donc bon, c'est pas évident. Moi, je prends tout avec Avraham Avinu, quand il est arrivé en Eretz Kenaan, alors que Hachem lui avait promis de le bénir, qu'il deviendra riche, qu'il deviendra populaire, et qu'il aura un enfant, une descendance nombreuse. Dès qu'il est arrivé en Eretz Kenaan, Kafatz alav re'avon. Il s'est rendu compte qu'il y avait la famine, alors qu'Hachem lui avait promis la richesse. La famine, c'est l'antipode de la richesse. Loïc Pid Avraham Avinu. Il ne s'est pas offusqué. Il a dit, tout ce qu'Hachem fait, c'est pour le bien. S'il y a la famine en Eretz Kenaan, je vais aller voir ailleurs. Donc, puisque Loïc Pid, puisque Avraham Avinu il ne s'est pas offusqué, alors Lo Karatigar, il n'a pas eu d'autres mises à l'épreuve sur ce dossier-là. Yehi Ratzon, qu'on mérite de marcher dans les pas de Avraham Avinu et de savoir que les obstacles sont uniquement mitzad hamoach. Nos épreuves sont uniquement au niveau de notre intellect, c'est-à-dire combien on va rester accroché au fait que tout est pour le bien. Même si ça doit être installé dans notre cœur, celui qui fait l'effort de faire descendre la émouna dans le cœur, c'est le moach. On peut finir sur l'image, la métaphore de Avraham Yitzhak. À quoi ressemble l'homme? À un mixeur.
dans le bocal, le cerveau, tu peux mettre plein de morceaux, plein de concepts, plein de choses intelligentes, mais si tu fais pas marcher la lame, la langue, alors ça va pas descendre dans le bocal receveur, ça va pas devenir consommable en smoothie, en jus, en ce que tu veux, ça va rester en gros bloc indigeste. Donc Ratson, qu'on prenne le temps de faire fonctionner le moar, de commencer à parler, comme on avait dit tout à l'heure, avec toi Rabbi Mikael, Ha'adam, comment est-ce qu'on traduit dans Parashat Bereshit, l'homme, il est Nefesh Chaya, ou Hashem, Vayipach, Hashem Be'apav, Nefesh Chaya. Hashem, il a insufflé dans l'homme une Nefesh Chaya. Targum Unkelos, la traduction de Nefesh Chaya, c'est Ruach Memalela, un vent qui parle. La capacité à parler, c'est ça le propre de l'homme. C'est ça qui montre, pas parce qu'on est intelligent, on est intelligent parce qu'on est Ruach Memalela, parce qu'on active notre langue, on parle de toutes les choses qu'on a apprises, on en parle avec Hachem, on en parle avec notre Raver, on va poser des questions à notre Rav, et comme ça on devient un homme accompli.